Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate, le live 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce lundi soir, lendemain de Red Zone de la deuxième semaine de NFL, pour débriefer ensemble tout ce qui s'est passé dans les matchs de ce dimanche, mais aussi pour faire la preview des deux affiches du Monday Night Football, puisque ce soir il n'y a pas un, mais deux matchs, celui entre les Panthers et les Saints, et un autre entre les Steelers et les Browns. On sera bien évidemment avec l'équipe de TFA, mais aussi avec vous dans le chat. N'hésitez pas à nous donner vos réactions, vos ressentis, tout ce que vous avez pensé sur cette nouvelle semaine de NFL. Et pour m'accompagner ce soir, celui qui ne tremble jamais puisque son équipe triomphe, Brock Purdy est sur l'autoroute du succès, c'est Seb. Comment ça va, mon Seb? Salut Flav, eh bien oui, ça va très bien puisque à nouveau j'ai passé un excellent week-end comme vous le savez. C'est l'autoroute du succès, c'est le soleil. On peut dire que hier soir Los Angeles est devenu une succursale de San Francisco, hein, on peut dire ça. Le SoFi Stadium, c'est notre deuxième maison, c'est à nous et puis on va faire un petit peu partout, on va faire ça un petit peu partout aux États-Unis dans les stades, voilà. Celui qui, à 23h30, n'était pas très serein, n'était pas très content, mais qui finalement est quand même reparti avec la victoire hier contre la terrible équipe des Cardinals. C'est notre fan des Giants, c'est Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va? Salut Fla, salut Seb, bonsoir Arthur, bonsoir à tous les agents libres qui ne le sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Je suis un peu plus serein, mais on en reparlera. C'est un vaste sujet. Et celui qui a les victoires, donc qui peuvent se compter non pas sur les doigts de deux mains, non pas sur les doigts d'une main, mais sur aucune main puisqu'il n'y en a toujours pas. C'est le fan des Bengals. Salut Arthur, comment tu vas? Ça va mieux qu'il y a une semaine, mais c'est toujours pas à la forme à laquelle j'espérais. Mais Comme, sinon, comme salut à dirait l'autre, tous c'est pas et fifou. merci d'être là. Comment? Comme dirait l'autre, c'est pas fifou, quoi. Oui, non, c'est nul. Voilà. On Voilà, reparlera ça mérite d'être fait, hein. on parlera des Bengals dans la deuxième partie de l'émission. Malheureusement, je suis désolé Arthur, mais on peut pas les éviter. C'est difficile de passer à côté. Il Avant faut les de oublier. parler de tout ça, bon, je vous rappelle pour ceux qui sont avec nous que The Free Agent est maintenant en application sur Android. Ça arrive bientôt sur l'iOS. Pour l'instant, c'est disponible uniquement sur Android. Donc n'oubliez pas d'aller télécharger l'application. Vous allez sur le Google Store, vous tapez TFA ou The Free Agent et normalement vous allez tomber dessus. Vous pouvez évidemment, et on vous encourage à le faire, noter l'application pour nous aider un petit peu à monter dans les résultats de recherche. Merci. Les amis, on se retrouve donc dans Tailgate pour débriefer maintenant la deuxième semaine de NFL. On se retrouve avec Seb, avec Bertrand, avec Arthur, tout ce qui s'est passé dans ce deuxième dimanche de NFL. Un dimanche encore plein de surprises, plein de retournements de situation. On a eu des comebacks absolument improbables. On a décidé cette semaine de faire d'abord l'AFC, puis la NFC. Comme ça, on va essayer de balayer un petit peu tous les résultats qui se sont passés dans ce dimanche. On commence par l'AFC avec les Bills. Les Bills qui avaient connu une première semaine décevante avec une défaite contre les Jets de New York et qui se sont remis un peu à l'endroit hier avec une victoire 38-10 contre les Raiders de Las Vegas. Une victoire large, certes, une victoire qui avait mal commencé puisque les Raiders avaient marqué le premier touchdown par Davante Adams après quelques minutes de jeu, mais Buffalo qui a complètement marché, notamment à la course sur les Raiders, 183 yards dont 123 pour le seul James Cook. Est-ce que les Bills, Seb, t'ont rassuré ce dimanche? En début de match, on a eu l'impression de voir des Bills qui souffraient d'un choc post-traumatique après leur défaite aux Jets, puisque comme tu l'as souligné, ils encaissent un drive de 75 yards avec un touchdown de Davante Adams au bout. Ce qui est rassurant, c'est qu'effectivement, ils ont retrouvé leur jeu au sol. Et donc, du coup, la bonne nouvelle, c'est que ils n'ont pas à se reposer exagérément sur les jambes de Josh Allen. Josh Allen, même s'il est très mobile, même s'il court, sa raison d'être, c'est quand même pas de sortir de sa poche. Donc, en fait, une fois que la machine a été lancée, on a eu l'impression de voir un bon vieux diesel
une fois que la machine a été lancée, c'était parti. Ça avait l'air de rouler. Il y a eu une belle prestation de la défense contre la course parce qu'il limite quand même Josh Jacobs à moins 2 yards. Je crois que c'est du jamais vu pour un ancien leader c'est bien ça, voilà. C'est ça. L'ancien leader des coureurs la saison passée qui finit un match en négatif, c'est du jamais vu. Josh Allen qui lance 2 TD, dont une impro avec Khalil Shakir. Voilà, une fois que la machine a été lancée, il n'y a plus d'espoir pour les Raiders qui se sont fait complètement étrier, alors que, pour parler un petit peu des Raiders, après leur victoire de la semaine dernière, ils pouvaient poser un statement enterrant aussi, alors pas gagner le match, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais montrer qu'ils étaient là et qu'il allait peut-être falloir compter avec eux dans la poule. Bon, la réponse là, on l'a, c'est non, parce qu'ils se sont fait étrier dès que la machine a été lancée. À confirmer pour Buffalo, s'ils ont retrouvé ce tempo, s'ils ont un peu retrouvé leur mojo, c'est de bon augure. Arthur, on a retrouvé quand même un Josh Allen plutôt performant, très performant. Je rappelle ses stats sur le match d'hier, 31 sur 37 à la passe, 274 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Comparé à la performance qu'il y avait eu contre les Jets, et même si les défenses ne sont pas forcément les mêmes chez les Raiders et chez les Jets, c'est quand même une performance plutôt rassurante pour Josh Allen. Oui, c'est sûr, parce que la semaine dernière face aux Jets, c'était un Josh Allen fébrile qui faisait beaucoup d'erreurs. 3 interceptions il y a une semaine, 0 cette semaine. C'est beaucoup plus rassurant forcément. Et en plus, ce gros score, ces stats du jeu au sol ainsi que du jeu dans les airs, franchement, c'est ce qu'il fallait pour les Bills pour relancer la machine et, et prétendre j'ai envie de dire, au one seed de l'AFC, même si c'est encore un peu tôt. Mais ça va être des sacrés concurrents cette saison. Et voilà. Les Bills, toi, Bertrand, ils t'ont rassuré hier? Oui, beaucoup rassurés même pour le coup. Après, on savait, hein, c'est ce genre d'équipe, dans les meilleures équipes, il leur faut peut-être un déclic à un moment donné quand ils ont pris une claque la semaine auparavant. Bon, bah, c'était les Raiders. Après, on le savait, hein, les Raiders, c'est 2 escouades complètement disparates au niveau je vais dire, de la qualité du jeu. Ils peuvent être très bien en attaque, mais en défense, on sait qu'il n'y a que Max Crosby. Puis surtout, en défense, du côté des Bills, ils ont su se réinventer, même en perdant Terrell Edmonds, avec Matt Milano et Terrell Bernard, qui ont été particulièrement en vue les deux, et qui ont été auteurs d'une interception chacun également. Donc voilà. Non, remise à niveau de leur niveau de jeu, si je puis dire ainsi. Ils ont mis l'église au centre du village. Mathieu qui nous dit, je commence quand même à avoir peur pour Josh Allen. Donc, si la défense est trop forte, j'ai l'impression qu'il va vite prendre la pression. J'espère que c'est pas ça. T'as peur pour Josh Allen, Seb? Attends, bois ton coup d'eau. Le l'O-line des Bills, on va pas dire qu'elle est problématique, mais c'est pas pour rien que Josh Allen, la saison dernière, s'en est sorti avec ses jambes. Donc oui, effectivement, si la pression est trop forte, évidemment, ça va lui porter préjudice. Néanmoins, si le jeu au sol est de retour, c'est aussi un moyen d'alléger cette pression sur lui. Un jeu au sol, ça sert à ça, hein. Ça sert à installer le jeu de passe et à obliger le secondary, enfin les linebackers, à descendre pour donner un coup de main au front four, au front three. Donc, il y a des bases de poser sur ce match, plus rassurantes que la semaine dernière. Une fois de plus, à voir s'il peut y avoir une continuité. Si les Bills vous ont plutôt rassuré, l'équipe suivante m'intéresse particulièrement, les Chiefs de Kansas City, qui s'en sont sortis avec une victoire, la première de la saison, 17-9 face aux Jaguars de Jacksonville. Mais une victoire, mon cher Bertrand, qui semblait quand même relativement poussive. Patrick Mahomes à 29 sur 41, 305 yards, 2 touchdowns, une interception. Jusque-là, rien de bien méchant. Mais on a quand même eu la sensation
que la machine avait un peu de mal à se mettre en route. Du côté de Kansas City, ils étaient pas loin d'un 0 pointé en première mi-temps. Il a fallu débloquer le compteur à quelques petites secondes de la mi-temps. Travis Kelce s'est posé en sauveur en allant marquer son touchdown personnel, celui d'ailleurs qui a donné la victoire aux Chiefs. Chris Jones a fait le travail en défense. Mais Dieu que ça a été dur pour les Chiefs de Kansas City. Ah oui, ça a été dur et on peut vraiment le dire. Et l'impression laissée par l'équipe, que ça soit surtout en attaque, ne montrait pas ce qu'elle était vraiment capable de faire comme elle l'a fait les saisons auparavant. Malgré le retour de Travis Kelce, on a senti une attaque empruntée. On a senti une attaque voilà, qui avait des difficultés, même limite que moyennes au final. Et on l'a bien vu, Travis Kelce ne captait pas les ballons, avait beaucoup de mal à se relever. Enfin, il était sur le terrain, mais sans être vraiment à fond après la torsion du genou qu'il a eu. Donc, ça, on l'a bien senti. De toute façon, les punts se sont enchaînés pendant le premier quart-temps, sans qu'aucun point ne soit inscrit. Donc, on a bien vu que ça traînait. Et en face, on avait une équipe qui, elle, est sur la pente ascendante, avec des joueurs comme Trevor Lawrence qui prend de plus en plus d'ampleur, qui impose de plus en plus son jeu, et je dirais même une constance dans le jeu, et un effectif qui est bien équilibré en attaque comme en défense. Donc voilà, on avait quelque chose qui était tant soit peu équilibré. Donc les Chiefs ont quand même réussi la victoire au bout, mais c'est passé tout juste, ça c'est sûr. Si les Chiefs n'ont pas été extraordinaires offensivement, Seb, ils furent quand même très bons défensivement. Les stats de Trevor Lawrence, d'ailleurs, sont très révélatrices. 22 sur 41 à la passe, donc on est à peine à plus de 50% de passes complétées. 216 yards, aucun touchdown, 4 sacs subis. Une belle performance de la défense des Chiefs. Une belle performance de la défense, et puis Chris Jones en difference maker, puisque lui et son collègue Félix Anudike-Uzomah, ils provoquent un fumble sur une 4e et 12 en fin de match, sur ce qui sera la dernière possession de Jacksonville, alors qu'il tente un comeback. Jones, il va réaliser un sac sur une 4e et 4. Il va mettre une grosse pression à un moment sur une 3e et 14 qui force une incomplétion. Il a complètement profité de son mismatch face au tackle rookie Anton Harrison. Il a mérité son chèque. Soyons très clairs. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Bertrand. Certes, en offense, c'était pas flamboyant, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire au moment où ils devaient. Les grandes équipes, elles sont pas grandes tout le temps, elles sont grandes quand elles en ont besoin. Et ils ont une possession en deuxième quarter. Mahomes, il fait un 6 sur 6 sur 5 receveurs différents et un touchdown pour prendre la tête 10-3. Donc, on peut se montrer nuancé sur la façon dont les Chiefs ont remporté ce match. De là à dire que c'est inquiétant, il y a quand même une marge, Alors, les gars. Moi, j'ai pas dit que c'était inquiétant. J'ai dit que ça ne me reflétait pas ce que l'équipe pouvait montrer auparavant. Après, on sait très bien vis-à-vis de la situation avec Travis Kelce que c'est quand même la base du jeu et qu'il se repose beaucoup sur lui en tant que pratiquement receveur principal. Donc, effectivement, n'étant pas à 100%, voilà, ça balbutie un peu plus. Mais ça nous a tellement habitués à du caviar que de repasser à du filet mignon à un moment donné, bah voilà, pour le coup, ça nous fait tout drôle. Autant si les Texans passaient vraiment de l'autre côté sur la façon de jouer, là, on serait plus que ravis. J'attendais la comparaison je voulais voir ce qu'était le filet mignon des Texans. J'attendais de voir. On l'a pas eu, dommage. Alors, le filet mignon de Texan, c'est 25 kilos de barbac sur un énorme barbecue thermonucléaire, tu sais. C'est un peu l'idée. C'est les fins gourmets texans, comme chacun le sait. Alors j'ai réservé Arthur. Je l'ai pas fait parler sur les Chiefs parce que je le gardais pour les Bengals. Les Bengals de Cincinnati, 27-24, la défaite d'hier contre les Ravens de Baltimore. Il y a un point positif, mon cher Arthur, c'est qu'offensivement, c'est déjà mieux qu'en semaine 1. C'est le seul point positif, parce qu'ils sont à 0 victoire, 2 défaites contre des adversaires de division. Qu'est-ce qui va pas chez les Bengals? Alors déjà, pour commencer,
Certes, il y a du mieux en attaque, mais c'est quand même très fébrile. Je vais ressortir les stats de leur receveur numéro 1, Jamar Chase. En week 1, c'est 39 yards pour 5 réceptions. Week 2, c'est 5 réceptions et 31 yards. C'est pas digne d'un receveur 1. Ils arrivent pas à jouer avec. T. Higgins, en première semaine, c'est 0 réception. Tyler Boyd, c'est 50 yards dans le match d'hier. Il n'y a pas grand-chose qui va au niveau de l'attaque des Bengals. La défense, c'est pas mieux non plus. La paire de Jesse Bates et de Von Bell en safeties, ça a fait mal. On l'a bien vu avec Lamar Jackson et ses receveurs, notamment Zay Flowers. Mais il y a du mieux. On voit aussi que rien n'est joué en NFL. Bertrand me le disait tout à l'heure hors stream. Mais non, c'est sûr que c'est une période compliquée et il va falloir se ressaisir en prime time dans une semaine. Alors, il y a Biotime qui pointe précisément la question que j'allais poser à Seb, donc ça tombe bien. Biotime, on est connecté, mais bon, ça fait 2 ans maintenant qu'on se fréquente sur les lives, donc c'est normal. Les Bengals, c'est pas tant le 0-2 qui inquiète, mais plutôt le contenu. Effectivement, le problème n'est pas tant les résultats, mais que l'impression dégagée par cette équipe. Juste quelques petites statistiques pour placer le contexte. 304 yards lancés, 55% de complétion pour Joe Burrow depuis le début de la saison. C'est à cheval sur les 2 matchs, hein. C'est pas que le match d'hier, hein. C'est les 2 premiers matchs. 2 touchdowns, 1 interception. Jamar Chase, 2 matchs à moins de 40 yards. L'an dernier, sur toute la saison, il en avait fait qu'un seul, à moins de 40 yards. Là, il en est déjà à 2. On a l'impression qu'en fait, l'attaque de Cincinnati, qui était explosive, qui était presque une machine à highlights, cette année, il les trouve pas, ces jeux explosifs. C'est peu dire que l'attaque se cherche du côté des Bengals. Lors de ce match contre Baltimore, en début de deuxième quart, cette attaque, elle avait cumulé 6 jeux offensifs et 14 yards au total pour 4 minutes et 2 secondes de possession. Et en début de deuxième mi-temps, Burrow avait lancé 35 yards. Alors, régression par rapport à la semaine dernière, en week 1, au même moment, début de deuxième mi-temps, il n'en avait lancé que 35. Bon, il n'en avait lancé que 36, voilà, pardon, et 35 cette semaine. Mais en deuxième mi-temps, en revanche, on l'a vu se rabattre sur des passes courtes. Ça a donné un peu de rythme à son offense. Il y a eu 2 touchdowns en 2 drives, et 2 drives qui ont été longs en plus. Est-ce que la solution, elle est là? Est-ce que c'est de se rabattre sur un jeu de passes courtes qui n'est pas forcément très flashy, mais qui va peut-être être plus efficace? Parce que malheureusement, on peut même pas parler de se rabattre sur le jeu au sol, parce que cette semaine, le jeu au sol, Joe Mixon, c'est 13 courses pour 59 yards. Donc c'est pas, tu peux pas dire que ça a un poids sur la production offensive de l'équipe, hein. Donc effectivement, cette attaque, elle est fébrile. On a l'impression qu'elle n'arrive pas à se trouver. Et c'est tellement nébuleux que c'est compliqué de voir où se trouvent les solutions. Alors j'ai pu voir ici et là des personnes qui aiment bien gâcher de la bande passante en disant c'est peut-être le moment de songer à autre chose qu'à Joe Burrow. C'est peut-être demander la tête du capitaine un petit peu tôt, hein. Moi je crois pas vraiment à cette hypothèse. Et puis même pour mettre qui à la place. Donc non, je pense qu'il y a un vrai problème de contenu, comme tu disais, de cette attaque. Par contre, les solutions, là, pour moi en tout cas, c'est trop nébuleux pour le moment. Alors, on a une petite question de Mathieu qui va intéresser particulièrement Arthur. Alors, je la lis pour ceux qui nous écoutent en podcast, puisqu'on rappelle que cette émission de live du lundi soir est rediffusée en podcast à partir du mardi. Est-ce que Joe Burrow n'a pas repris trop tôt? On sait qu'il a été blessé pendant le camp d'entraînement. Est-ce que finalement, il n'aurait pas mieux fallu le mettre sur la touche une semaine ou deux avant de le relancer dans le combat? Et je pense que finalement, si, parce que Jamar Chase lui avait dit à Joe Burrow
Prends ton temps pour venir. Tant que tu es là la semaine 5, tout va bien. Parce que hier, on l'a vu après quelques jeux, il était en train de boiter sur son mollet, avec son mollet. Donc, en plus, si là, il perd Joe Burrow dans un moment crucial, ça va pas aller bien loin. Donc, ça aurait été peut-être judicieux de dire à Joe Burrow, même s'il avait envie de revenir, non, on te préserve, tu restes sur le banc pour tant de matchs et tu reviendras en pleine forme. Et voilà. Sachant que l'information vient de tomber puisque Zach Taylor vient de faire une conférence de presse, l'entraîneur des Bengals, il vient de dire qu'il ne pouvait pas affirmer que Joe Burrow serait là pour le match contre les Rams la semaine prochaine, qu'il avait Oui. effectivement aggravé sa blessure hier et que ça restait très incertain sa présence, sachant que le quarterback numéro 2 pour les Bengals, c'est Jake Browning, qui n'a pour l'instant jamais complété une passe en NFL de sa carrière. Voilà. C'est encourageant. C'est justement, c'est justement là-dessus que je voulais rebondir, c'est qu'en fait, tout Ja'Marr Chase qu'il est, il peut très bien dire prends ton temps mon gars, voilà, mais maintenant une saison c'est 17 matchs. Et le board, comme Joe Burrow, eux, ils le savaient très bien. Donc ils ont pris le risque, au-delà de la blessure qui vient de passer, et que ça c'était un facteur qu'on ne pouvait pas en soi savoir qu'il allait se blesser de nouveau plus gravement, c'est certain que Joe Burrow, lui, s'est dit, moi, je veux jouer. Et en plus, au-delà de ça, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'ils ont quand même rencontré deux défenses. C'est pas coton, hein, quand même, hein, pour commencer. Alors, je sais bien que les Bengals sont coutumiers du fait de démarrer lentement la saison, mais se taper quand même la défense des Browns et la défense des Ravens pour commencer la saison, qui sont qualifiés quand même dans les deux meilleures défenses, enfin, dans le top 5, entre 5 et à partir du top 5 des meilleures défenses de la ligue. Voilà, c'était pas forcément les plus faciles. Alors, là où il y a une malchance supplémentaire, c'est que maintenant, il s'était blessé beaucoup plus gravement alors qu'il commençait à rencontrer des équipes qui allaient peut-être leur permettre de pouvoir se relancer. Hein, les Rams, les Titans, les Cardinals. Bon, c'était ce qui était le menu qui était là par la suite. Voilà, donc maintenant, je reviens dessus. Jake Browning, on est en quarterback backup. Effectivement, ça va être un peu plus compliqué. Et je pense pas que, même avec, en attendant la semaine 5, comme le disait Ja'Marr Chase, avec Jake Browning à la manœuvre, ils auraient eu un bilan de 5-0 après les 5 semaines. Ça, pour le coup, on va pas se permettre ce genre de prédiction. En plus, je veux dire, soyons honnêtes, quand tu as Joe Burrow en titulaire, t'as pas envie, une fois de plus, t'as pas envie de savoir qui est le remplaçant. Parce que tu sais que quand il va rentrer, c'est que la situation est catastrophique. La preuve, comme le dit Mathieu dans le chat, en plus, les Rams sont en forme cette semaine. Donc là, les Rams, ils ont un coup à jouer pour le prochain match. Pour eux, c'est royal. Il suffit juste qu'ils se loupent pas. Et peut-être, alors, c'est toujours facile de dire ça maintenant, mais effectivement, peut-être que si Joe Burrow était resté sur la touche, ne serait-ce que les 2 premières semaines, le résultat serait le même. Il serait 0-2, mais au moins il pourrait dire ouais, on est 0-2, mais on n'a pas Joe Burrow. Là, ils sont 0-2, mais avec Joe Burrow. Et maintenant sans Joe Burrow. Et maintenant sans Joe Burrow, donc. Ils auraient pu être à 0-2 sans faire jouer Joe Burrow et avec Joe Burrow qui revient en pleine forme pour la semaine 3. Là maintenant Exactement. ils sont à 0-2 avec Joe Burrow possiblement sur le flanc, ce qui change quand même pas mal de choses. C'est la boule de cristal. Ça, les mecs, tu peux pas le savoir. Ils ont envie de jouer et tu laisses pas sur le banc un mec t'as payé un demi-milliard. Voilà. Bon, forcément, mais du coup, la boule de cristal, là, c'est un zéro pointé. C'est ça leur problème. Mais ça, maintenant, oui, on c'est pointé. Ça... Petit ou double, voilà. Ça fait partie, malheureusement, ça fait partie de la chose. Parce qu'on a beau jeu, hein, nous, de dire ça maintenant que les choses sont faites, et en plus, derrière nos écrans et depuis, et depuis nos fauteuils, quoi. Et c'est quand même pas. Non, mais attends, je n'aime pas cet argument parce que c'est quand même pas de notre faute si personne nous appelle dans les boards NFL. Exactement. On n'arrête pas de leur dire. On leur dit tous les lundis, tous les jeudis à 21h que ici, chez TFA, il y a les meilleurs spécialistes de NFL. Ils sont là chez TFA. Ils sont avec nous dans le chat. Ils sont avec nous dans le chat. Il y a Biotime, il y a Nathieu. On peut faire une équipe géniale.
ils nous prennent pas, Ils nous ils prennent. assument, Voilà. voilà, c'est En tout. plus, On aurait on leur dit. amènera des conseils totalement objectifs Mais tout le temps. Moi, j'ai déjà dit, je sais pas si je fais juste une petite aparté. Je sais pas si vous avez vu sur le bord des terrains, il y a des mecs qui sont là pour retenir les coachs ou les joueurs pour pas qu'ils dépassent la ligne. Moi, je leur ai déjà dit, je veux bien y aller, les gars, au minimum syndical, j'y vais, je le fais. Mais bien Coupeur sûr. de citron, j'y Il vais. retiendra Et je leur Charles donnerai qui même des essaye conseils pour de. le board, en management. Alors, tu vois, Il, c'est cadeau, hein. il- Ouais. il retiendra Charles McVeigh pour essayer. C'est notre boss à la sauce Rams. Ça nous Ouais, fera c'est du bien. ça. Bon, moi, je suis plutôt sur le physique de Brian Dabol. On en parle maintenant de la NFC. Justement, on va partir en NFC avec les Rams. On en parlait tout à l'heure. Et donc, les 49ers qui se sont qualifiés, non? Pardon, je dis n'importe quoi. Qui ont gagné hier, mais un peu à l'arraché. Mon cher Seb, ça a été quand même difficile, ce match contre les Rams. Oui. Match difficile, mais la victoire est acquise et c'était quand même l'essentiel. Après, c'est vrai que les Rams, pendant quasiment 30 minutes, on a eu l'impression qu'ils étaient la meilleure équipe sur le terrain. Ils avaient eu 3 possessions en première mi-temps. Ils avaient marqué sur chacune d'entre elles 16 first down sur ces 3 possessions, devant 17-10, et en plus devant ce qui est considéré comme une des meilleures défenses de la ligue. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse complétion pour Juan Jennings, 20 yards, ça continue d'avancer. Il y a 2 pénalités qui aident les Rams à arriver jusqu'au 1 yard des Niners. Et sauf que problème de time management. Kyle Shanahan qui prend un gros risque en laissant son attaque sur le terrain pour une second and goal avec 1 seconde à jouer. Et puis Brock Purdy qui va en patron et qui ramène le match à 17-17. Et à partir de ce moment-là, en deuxième mi-temps, tu as l'impression que ça, alors pas que ça s'effondre pour les Rams, mais que ça se dégonfle, avec une défense qui force 2 interceptions de Stafford, une attaque qui a fait juste ce qu'il fallait, mais au bout du compte, le résultat est là. Ce qui a été inquiétant du côté des Niners, ça a été des maladresses dans les balles longues de la part de Brock Purdy. Peut-être qu'on va commencer à voir ses limites, peut-être que il faut le faire jouer de façon à ce qu'il prenne le moins de risques possible. Voilà, il y a eu une grosse passe loupée, notamment à nouveau sur Rawan Jennings sur une 3e et 7. Et ils ont probablement manqué un autre touchdown sur une passe vers Deebo Samuel qui est arrivé bien trop loin. C'est quand même un petit peu trop tôt pour paniquer, mais c'est des choses dont il va falloir prendre note à l'avenir et pour le bon déroulement de la saison. Et en plus, en soi, moi, je vais juste rebondir sur tous les propos de Seb en complément. C'est que ce que j'ai bien aimé, donc déjà, on est sur un duel de division, on ne sait jamais comment ça peut se passer malgré le niveau des Rams. Et en plus, ils ont un mojo qui va dans le bon sens, a priori, puisque toute la jeunesse qu'il peut y avoir dans cette équipe prend forme sous l'égide de Sean McVay. C'est formidable, pour le coup. C'est très bien pour la Ligue, parce qu'on n'a pas voulu que justement les Rams soient concernés que par le bas du classement. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Dans cette mouvance, on a Puka Nacua, difficile à dire le nom, m'excuserez si je ne le dis pas correctement, qui pour le coup se révèle au niveau de la réception, au niveau du jeu. Il fait quelque chose qui est vraiment très très bien pour un première année. Pour le coup, il a 15 réceptions, 147 yards. Kyron Williams, autre rookie à la course, a fait 14 courses pour 52 yards et un TD. Donc, Sean McVay a réussi à
je veux dire, faire en sorte que tous les jeunes soient impliqués et réussissent. Et peut-être que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver au final, à Sean McVay et à son équipe, c'est de repartir sur une base de jeunesse. Alors parfois, ça ne prend pas toujours, mais pour le coup, là, ça a pris et puis il s'est envolé. Et même Puka Nacua, pour le coup, il est aussi, au niveau d'un rookie, il est sur un record après ses 2 premiers matchs de 25 réceptions. Et il a le plus de réceptions pour sur un match pour un rookie avec 15. Donc on a un joueur qui se révèle. On espère que ça va continuer. Du côté des 49ers, je ne vais pas en parler parce qu'on sait très bien le niveau de cette équipe. Mais moi, je vais quand même dire une chose. On a 32 franchises. On a 32, on va dire, élite quarterback, paraît-il. Ben moi, je suis désolé, je vais faire plaisir à Seb, et ce n'est pas pour lui frotter la manche, mais je trouve que le coup réalisé par Tant que c'est la manche, ça va. Voilà, donc c'est la manche, ça va. Le coup réalisé par les 49ers d'avoir Monsieur Irrelevant et qui, pour le coup, on le voit bien, il y a des impressions qui sont laissées à l'écran ou dans le jeu, Brock Purdy, il gère. Il panique pas, il voit un mec arriver sur lui de 145 kilos, il a quand même le bon réflexe de faire la bonne passe, bien dosée, etc., alors que ça se joue à quelques millièmes de seconde à ce moment-là. Il va pas courir comme les Zach Wilson ou Geno Smith 40 yards en arrière pour éviter de se faire avaler par un mastodon. Non, ils ont la bonne pioche. C'est dur de trouver le quarterback comme ça qui est très très bon, un peu à l'image de Tom Brady. J'espère la même carrière à Brock Purdy. On verra bien, peut-être pas, peut-être que oui. Tout ça, ce sont des aléas avec les blessures qu'il peut y avoir. Mais franchement, ils ont un quarterback gestionnaire qui fait bien les choses et qui laisse une impression sur le terrain magnifique. Alors, on va me dire, il a la ligne offensive, il a des joueurs autour de lui pour développer ce jeu, ainsi que Kyle Shanahan. Oui, mais même si vous développez ce jeu, si dans la tête, vous êtes un Zach Wilson, globalement, vous n'allez pas vous en sortir même avec tout ça autour de vous. Tandis que là, il en impose, le gamin. Et je dis bravo à cette équipe. On peut ajouter, effectivement, il a autour de lui le talent, la ligne, etc. Mais il y en a d'autres avant lui qui avaient la même chose et qui se sont fait transférer à Dallas. Voilà. Tiens, Dallas. Merci pour la transition. Dallas, précisément. J'allais faire la transition sur Zach Wilson, mais là, tu m'as envoyé une passe tel Derek Carr qui envoie Chris Olave dans la end zone, quoi. Donc c'est absolument splendide. D'ailleurs, je fais une aparté. Puis vous voyez, Nacua, il est là. D'ailleurs, c'était pour lui rendre hommage que je l'avais mis juste derrière moi. Parce qu'il avait fait une super tu vas t'entraîner à nous dire Puka Nacua, et pendant ce temps-là, Seb s'entraînera à dire Tua Tagovailoa. Et on fera une interrogation orale un de ces jours. Arthur, une petite aparté marrante. On peut, c'est une émission qui est quand même basée sur le rire et la bonne humeur. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un linebacker qui s'appelle Toto chez les Texans. Voilà, Toto. J'espère qu'en fait il est bien sage, ce Toto-là. Mais ça s'écrit apostrophe O, T-O apostrophe O. Il doit être d'origine d'Hawaï ou peut-être des îles. En tout cas, voilà. Il y a Toto. Îles du Pacifique. NFL. Toto et Texan, c'est pas mal ça. On n'a pas entendu, pardon, Arthur ? Toto et Texan, bizarrement, le combo il va bien. D'accord, ouais. Très bien. C'est vrai. C'était gratuit. Oui, non, mais si tu veux intervenir, n'hésite pas. Justement, je vais te donner la parole sur les Cowboys de Dallas qui ont été encore une fois impressionnants. Après la victoire 40-0 contre les Giants de New York la semaine dernière, c'est une victoire 30-10. Ça fait donc un 70-10 contre les franchises new-yorkaises. C'est pas mal pour commencer la saison, avec notamment Arthur et Micah Parsons qui a été absolument partout. Non, franchement, Dallas, ils sont au niveau, c'est très très bien. Dak Prescott, il n'a pas encore subi d'interception, il fait des bons matchs, 255 yards hier et 2 touchdowns, 80% de passes complètes. Franchement, c'est du grand Dallas. Et en plus, le match d'hier n'était pas forcément facile pour l'attaque, étant donné que c'est quand même la défense de New York. New York qui, c'était jeudi, on avait fait les louanges de cette attaque, de cette défense. Mais là, ils se prennent 30 points par Dallas. Donc Dallas, c'est un sérieux contender. Attention quand même à ne pas trop s'emballer. Mais après, peut-être le jeu à la course aussi.
qu'il faudrait peut-être un petit peu améliorer. Parce que Tony Pollard, oui. 72 yards hier. Elliott, ouais. Donc, c'est peut-être que c'est justement ça qu'il faut améliorer, mais sinon, tiens, comme dit Mathieu Van Bool, la classe à Dallas. Voilà. Mais il y a quand même, Seb, un point très important chez les Cowboys en ce moment. Alors, on va nous dire qu'ils n'ont pas joué les deux meilleures attaques de la ligue, certes, mais c'est quand même 10 points pris en 2 matchs avec un Micah Parsons qui est exceptionnel. Il y en a qui parlent même de lui comme d'un potentiel MVP. Bon, on sait tous que le MVP, avant qu'il se soit un défenseur, déjà, c'est pas gagné. Et bon, allons-y carrément. Franchement, hier, il a été partout, quoi. Ah mais il a été partout. Alors MVP, effectivement, c'est quand même pas la chasse réservée des défenseurs, mais Defensive Player of the Year, là, il est quand même largement dans la discussion. 2 sacs, je crois qu'il provoque un fumble sur Dalvin Cook, 9 pressures, 3 plaquages pour des pertes de terrain, un turnover causé là aussi sur une pression. Enfin, la ligne de stats, elle est pleine. N'en jetez plus. C'est absolument fou. La défense des Cowboys, la défense de... Oui, et l'impression visuelle que ça dégage, parce que le type est un rouleau compresseur. Il n'y a pas d'autre terme. La défense de Dan Quinn, elle a un départ qui est absolument extraordinaire cette saison. Ils ont forcé 3 interceptions, un fumble, 3 sacs. Je crois que les Jets font 1 sur 10 en conversion de 3e down sur ce match. Ils ont encaissé un touchdown en 2 semaines. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Un très beau touchdown d'ailleurs de Garrett Wilson, c'est à noter. C'est un très beau touchdown en plus. Voilà. C'est mon jeu préféré de la semaine, ce touchdown, et sans doute un des rares moments de lucidité de Zach Wilson lors de ce match. Mais, justement, on en reparlera tout à l'heure des moments préférés. On va élire notre MVP, la meilleure action, le résultat le plus marquant. N'hésitez pas dans le chat à nous donner votre MVP, vous, de cette semaine, l'action qui vous a le plus marqué ou le résultat qui vous a le plus marqué. Comme ça, on pourra en discuter en fin d'émission tous ensemble. Bertrand, est-ce que je te donne la parole pour parler 2 minutes des Giants ou est-ce que tu n'as pas envie d'en parler? T'attaques les Giants. Je me dis, on était en NFC Est, c'est le moment ou jamais, parce qu'après je parle des équipes qui gagnent. Donc, franchement, je vais être pénible sur ce sujet, donc je préfère pas. Allez, si tu veux en parler avec Arthur. Non, on n'en parle pas. Du coup, on n'en parle pas. Mais que dire? Juste pour répondre à Mathieu, qui me disait donc, je reprends sa question, à un moment donné, que j'avais tweeté trop rapidement et que c'est une victoire encourageante ou inquiétante. Eh ben, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni encourageant ni inquiétant. C'est juste que c'est un coup de bol de 3 points vers la fin, que en soi l'équipe revient par rapport à une franchise qui était déjà pitoyable, donc elle a fait du pitoyable encore plus pitoyable, et que au final, c'était pas Mathieu, c'était Biotime qui t'avait posé la question. Pardon, Biotime, bon. excuse-moi Biotime, désolé. Et que pour le coup, oui, gagner contre une équipe qui est déjà pitoyable, tant mieux. Malgré tout, on en a parlé en off avec Seb. En plus, ça va arriver très très vite, c'est jeudi. Donc, ça va être vite remis, les choses vont être vite remis, les pendules vont être vite remises à l'heure, très rapidement, je pense. De toute manière, je repars sur la base, parce que je suis un adepte des lignes offensives. On ne peut pas gagner en NFL si on n'a pas une ligne offensive performante. Eh bien, la preuve en est faite. Vous pouvez avoir tous les bons joueurs que vous voulez autour de vous, et encore, on a des receveurs moyens. Vous ne pouvez pas gagner si vous vous faites déborder à chaque action. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, même avec la défense des Cardinals, ça a été suffisant. Et au final, voilà, c'était même à la limite de la faute professionnelle dans le management, dans les coachs, dans les joueurs, dans la pression laissée. Ça a été la pire prestation de la soirée. Et les Red Giants sont une des pires équipes de la ligue à l'heure actuelle. Je crois tout le monde peut être d'accord. Si quelqu'un qui me dit le contraire ce soir, franchement, c'est qu'on n'a pas vu les mêmes matchs au final. Et que pour le coup,
ça va être une saison très longue. Et pour terminer, les fans des Giants qui se satisfont de cette victoire, je pense qu'ils ont des œillères, vraiment avec les œillères, pas seulement sur les côtés, ils ne voient pas, mais elles sont carrément fermées devant et bien fermées, quoi. C'est Ils l'œillère vont se taper à australienne. compter. Il y a Mathieu qui dit les Bengals ont prouvé que non il y a 2 ans, qu'on pouvait gagner sans une O-line très performante, ce qui n'est pas faux, puisqu'ils avaient été très loin, même avec une O-line un peu pourrie. Oui, mais la différence, c'est qu'ils avaient Joe Burrow qui était quand même plus talentueux, je pense, que Daniel Jones, et ils avaient Jamar Je Chase qui est pense. quand même receveur numéro 1 confirmé, alors qu'on n'a que des receveurs numéro 2 et 3 dans l'équipe. Donc à un moment donné, notre receveur numéro 1, c'est Darren Waller. Si on veut faire du Kansas City Chiefs, faire du Mahomes Kelsey, il faut aussi avoir les joueurs qui ont le talent pour faire ça. Pour Mahomes, c'est Kelsey. Bon, et on en est loin. Donc, on est je donnerai le dernier mot sur les Giants à Yaya, qu'on salue, qui est pas avec nous aujourd'hui, qui m'a dit tout à l'heure en message privé, heureusement que je ne suis pas là ce soir, j'aurais été très véhément contre les Giants. Je lui ai dit, mais tu sais qu'ils sont pas au programme. Il m'a dit, je les aurais défoncés quand même. Voilà, ce sera le mot de la fin pour Yaya. Je ne savais pas, et je l'ai fait conjointement avec mon bro de New York. Voilà. Big up Yaya, et au final, j'ai fait le boulot pour nous deux. Voilà, c'est ça. En parlant d'équipes maintenant qui gagnent en NFC, on en a quand même 3 plutôt surprenantes qui sont à 2-0. Les Buccaneers de Tampa Bay, qu'on attendait vraiment pas très bien et qui sont à 2 victoires, 0 défaites après leur victoire contre les Bears. Les Falcons d'Atlanta, avec un exceptionnel Bijan Robinson qui parviennent eux aussi à avancer et qui ont battu les Packers hier au prix d'une remontada dans le dernier quart-temps. Et les Commanders qui eux aussi sont allés chercher un succès à Denver alors qu'ils étaient menés 21-3 et qu'ils ont failli être poussés en prolongation suite à une passe miraculeuse de Russell Wilson non convertie ensuite. On a donc 3 équipes, Commanders, Falcons, Buccaneers, qu'on n'attendait pas forcément à 2-0, qu'on n'attendait pas forcément à pareille fête. Est-ce qu'il y en a une, celle que tu vois potentiellement pouvoir être l'une des surprises de cette saison au NFC? Ouh là là là. Ou laquelle est le mieux armée pour l'être, en tout cas? Moi, je mettrais un billet sur Atlanta, quand même. Parce que Atlanta, leur victoire ce week-end contre Green Bay, c'était quand même pas rien, effectivement. Remontada de 12 points au 4e quart-temps. Bijan Robinson, 172 total yards, dont 124 au sol, 88 yards après contact, 4 plaquages cassés. Voilà. On avait dit en début de saison que Atlanta pensait avoir son Derrick Henry. Ben, je pense qu'on a la confirmation de ça. Tout est loin d'être parfait avec un Desmond Ridder qui a besoin de progresser, notamment dans la red zone, qui peut s'estimer très heureux de ne s'en tirer qu'avec une seule interception sur ce match, parce qu'il y a eu quelques balles, dont une qui arrive dans le numéro du safety de Green Bay, et je ne sais pas comment le joueur réussit à ne pas se saisir de la balle sur cette action. Une défense qui a step up au moment où il fallait. Moi, parmi les 3, et surtout au vu de la qualité des adversaires respectifs, Atlanta m'a l'air plus solide. Oui, on rappelle que les Falcons ont prétendument, selon les calculs, le calendrier le plus simple de toute la NFL cette saison. Bertrand, est-ce que les Falcons peuvent aller chercher une très belle prestation cette année? Non, mais là, tu sais que ça va faire pas le plaisir à Jordan. Ce qu'on va dire là, c'est pas bon. C'est pour le saluer, on le salue. Au passage, on le salue. Bonjour Jordan. Alors, on rappelle que les Falcons sont la seule... On va lui faire plaisir. On va lui faire plaisir. Les Falcons sont la seule équipe invaincue en 2023 en NFL. Voilà, ça lui fera plaisir. Allez, c'est bon, il est content. Voilà. Ça lui fera plaisir. Non, mais en soi, oui, c'est une. Si on met tous les paramètres les uns après les autres, Arthur Smith est un coach qui s'est justement a bien orienté en disant bah voilà, moi je vais jouer de telle manière parce que je pense que c'est comme ça qu'on va réussir. Il base son jeu sur le jeu au sol. Il a un comité de coureurs de 3 éléments qui quand même, donc Bijan Robinson principalement et Tyler Allgeier
allez, on va dire en backup de luxe, parce que pour le coup, il pourrait être running back numéro 1. Bon, maintenant, il faudrait que Kyle Pitts et Drake London se mettent au niveau, mais comme il a tourné son jeu d'une certaine manière, ils sont un peu les sacrifiés de la prestation offensive, bien globalement, et il a une défense qui est à l'équilibre avec des éléments qui permettent d'être performants. Donc, au final, on a une équipe qui, avec le calendrier qu'ils ont, oui, peuvent très bien réussir. Ils sont bien partis. Et moi, je dis toujours qu'il faut avoir le mojo durant la saison, c'est-à-dire avoir le petit coup de pouce des résultats qui vous font gagner de 2, 3 points, 1 point. Bon, bah là, c'était un point contre les Packers et hop, c'est passé. Ça fait 2-0. Quand on a 2-0 sur 17 matchs au total, globalement, à un moment donné, ça joue en balance. La confiance est là et puis vous enchaînez les matchs. Et puis, si vous tombez sur des équipes qui sont un peu moins bien, bah, vous enchaînez les victoires. Donc, les Falcons peuvent être très, très bien partis pour faire une bonne saison et c'est ce que je leur souhaite. En cas de victoire des Saints, on pourrait retrouver 3 équipes de NFC Sud à 2-0 après les 2 premières journées, ce qui serait quand même assez cocasse. Alors bon, on sait que le calendrier de la NFC Sud est très simple, hein. On va quand même remettre ça en contexte. Mais il n'en reste pas moins. Par exemple, les Buccaneers, on n'attendait pas forcément un niveau aussi bon de Baker Mayfield. Mike Evans, on s'y attendait. Il y a eu un énorme mouvement hier sur Twitter avec un hashtag Pay Mike Evans pour dire au board des Buccaneers de prolonger Mike Evans. Arthur, toi, parmi ces 3 équipes, Commanders, Buccaneers, Falcons, t'es pareil, tu mises plutôt sur les Falcons pour faire une bonne saison? Ouais, les Falcons, ils m'ont impressionné sur leurs 2 premiers matchs. Même si les Buccaneers, quand même, ça a été du très très gros, mais du coup, je vois bien ces 2 franchises se battre dans la NFC South, qui peut passer peut-être de la pire à la meilleure, on ne sait jamais. Non, Oui. peut-être pas la meilleure, mais Oui, voilà. bah après, au niveau du bilan, c'est pas impossible, parce qu'encore une fois, le calendrier étant ce qu'il est, bon, après, ils vont se manger des victoires entre eux, hein, les Falcons, les Bucks, les Saints, Ouais, vont forcément. forcément s'en manger entre eux. Mais c'est vrai que le calendrier étant ce qu'il est, on peut avoir, et on en parlait pendant les previews de division, quand j'ai dit que je voyais potentiellement les Saints se qualifier, mais être en lutte pour le titre de division avec les Falcons, et les deux pouvoir se qualifier en playoffs, c'est parce que il est possible, s'ils prennent notamment le meilleur sur les équipes d'AFC Sud avec lesquelles ils croisent, il n'est pas impossible que les 2 équipes, les Falcons et les Saints, ou les Bucks et les Falcons, ou peu importe, arrivent avec un bilan très élevé qui leur permet d'aller chercher une place en wildcard de la NFC. C'est loin d'être impossible. On a Mathieu qui nous dit, finalement, est-ce que c'est pas les Packers aussi les plus surprenants? Parce que on parle des équipes à 2-0, mais c'est vrai que les Packers, on s'est retrouvé quand même à un quart temps de les mettre dans cette situation-là. C'est pas une équipe qu'on attendait et qui aurait pu très bien être à 2-0 hier soir avec un Jordan Love à 151 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Est-ce que les Packers vous surprennent? Je sais pas qui veut, Bertrand, Arthur, Seb. Comme vous voulez. Vas-y, Seb. Oui, dans la qualité de ce qu'ils proposent, ils me surprennent, vraiment. Après, il était quand même difficile d'imaginer que s'ils ont envoyé Aaron Rodgers plutôt se faire pendre ailleurs pour titulariser Jordan Love, ou se faire blesser ailleurs pour titulariser Jordan Love qui est là depuis 3 ans, c'est quand même qu'il s'imaginait qu'il était prêt. Alors, il est encore vert, certes, mais moi je suis surpris par la qualité de ce qui est proposé. C'est une équipe qui va mériter que l'on garde un œil dessus pour le reste de la saison. Et puis c'est plutôt bien Surtout qu'en Green Bay plus, d'être vert. oui. Vas-y, Bertrand. Surtout qu'en plus, ils ont joué sans Aaron Jones, qui avait déjà fait une prestation plus qu'impressionnante la semaine passée. Donc là, ils ont joué sans lui, qu'avec Edgy Dillon, une escouade de Sans défenseurs Watson. sans Christian Watson. Il n'y avait que Romeo Dobbs, Jerry de mémoire. Voilà, donc on a une équipe qui a bien tourné. Je pense que Matt Lafleur s'émancipe un peu du carcan Aaron Rodgers qu'il pouvait avoir sur le dos pendant X années, et que là maintenant il peut un peu développer avec un quarterback qui l'écoute
et qui, pour le coup, va pas remettre en cause à chaque fois qu'il va proposer un jeu, ou carrément, Rodgers pouvait, je suis sûr, de son côté, dire non, je vais faire tel jeu et pas tel jeu, alors que là, il écoute à la lettre, Jordan Love. Donc, au final, je pense que c'était un bien pour tout le monde et un bien pour la franchise de Green Bay de peut-être passer à autre chose. Bon, après, c'est toujours pareil, ils ont la chance que Jordan Love, 32 franchises, 32 quarterbacks, quand tu tombes sur un bon, un peu comme San Francisco, non pas que Jordan Love en soit à ce niveau-là, mais comme tu tombes comme San Francisco avec Brock Purdy, bah, si Jordan Love et le Brock Purdy de Green Bay, ça serait chouette pour eux, hein, ça c'est sûr. Et en plus, ils sont dans une division, je te laisse la parole juste après, Seb, dans une division extrêmement ouverte, parce que pour l'instant, on a quand même les Lions qui sont à 1-1 eux aussi, les Packers qui sont donc à égalité, les Vikings qui ont perdu leurs 2 premiers matchs, les Bears qui ont perdu leurs 2 premiers. Ça semble relativement ouvert quand même en NFC Nord. Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Biotime dans le chat. Effectivement, Jones, Watson, Bakhtiari qui vont être out, 3 titulaires indiscutables. Il va falloir trouver d'autres armes. Et Love limité sur les passes deep fait des jeux simples. Oui, mais c'est comme ça aussi qu'il faut débuter quelque part. C'est aussi comme ça qu'on développe un quarterback et que l'on voit s'il peut évoluer, qu'on voit si ça va être, pour prendre 2 extrêmes, si ça va être un Marc Sanchez ou si ça va être un Tom Brady. C'est aussi ça qui va être. Marc Sanchez et Tom Brady dans la même phrase. Wouh, fallait être prêt. Avoue qu'on te l'avait jamais faite celle-là. Mais c'est ça aussi qui va être intéressant à voir du côté des Packers. Est-ce que Love plafonne? J'en sais rien, mais au cours de saison, on va le savoir. Oui, vas-y Arthur, tu voulais rebondir sur la battle de division. Forcément, les Packers, cette saison, ils ont un gros coup à jouer s'ils continuent sur cette voie. Parce que les Vikings, ils vont devoir remonter leur 0-2, qui fait mal d'ailleurs. Les Bears, moi, je ne pense pas qu'ils vont aller quelque part. Et ils ont Détroit qui a aussi montré quand même des signes de faiblesse face aux Seahawks, qu'on n'attendait pas forcément dans ce match. Donc Green Bay peut peut-être avoir un coup à jouer dans cette division de la NFC North. On a une question de Texas dans le chat qui nous dit, je ne sais pas si le sujet a été abordé, mais quelque chose m'a alarmé hier soir, c'est le nombre de blessures. Et d'autant plus beaucoup de gros noms. Alors on rappelle qu'hier, on a eu notamment sur le flanc, on va pas tous les faire parce que ça va être un peu trop long. On a eu Anthony Richardson, après avoir marqué 2 touchdowns, qui est sorti sur protocole promotion. On a eu David Montgomery chez les Lions, qui sera absent quelques semaines. On a eu Odell Beckham Jr., et qui s'est blessé aussi. On a eu Saquon Barkley en fin de match, qui s'est blessé également. Beaucoup de blessures. J'ai dû en oublier dans la liste, vous m'excusez, mais beaucoup de blessures quand même qui sont produites après seulement 2 semaines de compétition, Bertrand. Ah ben c'est globalement, comment je vais dire Metcalf ça? aussi, C'est oui, effectivement. globalement pour moi un ensemble de choses entre eux, même si Jerry Jones dit le contraire, mais malgré tout un ensemble de choses sur le nombre des années qui passent. Attention, hein, pas que sur cette année-là, mais sur le nombre des années qui passent, les terrains, les préparations qui sont de plus en plus lourdes, ce qu'on demande aux joueurs, les impacts qui sont de plus en plus impressionnants et de plus en plus violents aussi, on va pas se mentir. Et puis aussi des techniques de plaquage où globalement, ce n'est plus seulement le fait d'enlacer le joueur à la taille qui est important, mais c'est l'impact qu'on peut y mettre. Combien de fois on voit des defensive backs arriver à toute blinde et rentrer dedans comme si une bagnole rentrait dans une autre voiture. Bon, voilà. Alors, vous allez me dire, les coups, il y en a eu toujours eu depuis X années, mais malgré tout. Et surtout, globalement, on voit bien que les ligaments, les genoux sont de plus en plus sollicités. Et alors, est-ce que c'est un manque de musculature? Non, je pense pas. Est-ce que c'est un manque de préparation? Je pense pas non plus. Mais je pense que tous les facteurs que j'ai pu dire avant contribuent à ce que des blessures soient de plus en plus graves aussi. Hein. Seb, c'est juste la faute à pas de chance? Je vais pas réfuter les arguments de Bertrand qui sont très tout à fait recevables. Faute à pas de chance, c'est possible. Alors, pour être très honnête, moi, ça fait 30 ans que je suis le foot. Et des blessures graves toutes les semaines,
moi, j'ai l'impression d'avoir toujours vu. Alors, peut-être que je suis devenu blasé là-dessus, mais oui, bon, il y a des vedettes qui sortent dès la deuxième semaine. Business as usual. Ouais, alors moi je ne remets pas en cause le fait que ça soit tôt. Je dis simplement ou qu'il y en ait, mais là je suis d'accord avec toi. On voit chaque semaine des rapports de la NFL disant bah, il y a tel blessé, tel blessé, tel blessé. Il peut y avoir des gros noms. Ce que je veux dire, c'est que moi je parle de la récurrence et du fait que il y en a si c'est pas plus, en tout cas, on a des joueurs où les blessures sont de plus en plus graves, peut-être dans la longueur d'absence aussi. Il peut y avoir des blessés, mais on disait, bah, il va revenir la semaine prochaine parce qu'il a reçu un coup là. À chaque fois, c'est les croisés, c'est le tendon d'Achille. Bon, bah là, pareil, son année est foutue. Enfin, voilà, c'est quand même chaud parfois. Hein. Je trouve que Après, c'est de plus en plus hardcore, quoi. après, ce que disait Mathieu est pas faux, c'est aussi qu'il y en a beaucoup, et même Texas aussi, je crois qu'il l'a dit tout à l'heure, il y en a beaucoup qui sont revenus des joueurs. Beaucoup sont sortis pendant quelques jeux, sont revenus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un principe de précaution qui est un peu plus important qu'il y a quelques années, où on va se dire, bah, on va faire sortir pendant un quart temps quelqu'un, quitte à ce qu'il revienne, ce qui a été le cas avec Metcalf par exemple. Sur les protocoles de promotion, par exemple Anthony Richardson, je ne sais pas s'il y a 10 ou 15 ans, il serait sorti pendant tout le match, parce que finalement, il sort longtemps après le jeu. Il Ah, sort quasiment 5 Je ne jeux serais pas après, sorti. quoi. Il serait pas non, sorti, je pense. il y a 10 ou 15 ans, il sortait pas. Voilà, he got his bell rung. Go back, kid. Voilà. Certain. Après, le principe de précaution en NFL, et alors j'ai paraphrasé Yaya, les médecins NFL, je leur confierai pas mes enfants. Je suis un peu suspicieux là-dessus. Ouais. Moi, je pense, je rebondis de nouveau là-dessus. Je pense que ce qui, moi, m'embête le plus, c'est les gravités. Que les joueurs ils soient sortis par précaution sur commotion, sur des plus petites choses, parce qu'on Ah veut bah, faire je attention. suis le premier à être Mais, content que les joueurs sortent, enfin content, qu'on prenne soin des protocoles de promotion. Ah, Ça, bien là-dessus, sûr. on est tous Moi d'accord. aussi, moi le premier. Ouais. mais je trouve que la gravité, il y en a certains, c'est vraiment la gravité de la blessure, qui quand même, parfois, voilà, ça cogne fort. Et ça depuis quelques années quand même. Mais bon, après, est-ce qu'il y a des joueurs, même malgré la douleur, etc., avant, il y avait vraiment des gladiateurs, mais bon, les joueurs suivent l'évolution de notre société aussi, entre guillemets, hein, donc ils sont de plus en plus, comment je veux dire, plus soft pour tout. Et donc, oui, ils vont au contact, mais attention, à un moment donné, oh là, je commence à avoir mal, bon, bah, allez, out, je sors, terminé. Alors qu'avant, vous avez si on revient 25 ans en arrière, on avait des gladiateurs, mais des vrais, quoi, qui allaient laisser leur vie sur chaque match. Bon, tout ça a un peu changé, hein, également, on va pas se mentir, hein, même s'il y a beaucoup d'impact. Donc, c'est peut-être ça aussi qui donne cette impression-là, au final. Juste avant de passer à nos récompenses individuelles de la semaine, et je vous invite une nouvelle fois dans le chat à nous donner vos MVP, votre meilleure action, votre résultat le plus marquant. Juste vous rappeler pour ceux qui nous auraient rejoints en cours d'émission qu'on a l'application TFA qui a débarqué sur Google Play et sur donc les téléphones Android. C'est pas encore disponible sur l'iOS, ça ne saurait tarder dans quelques jours. Normalement, grand maximum, ça devrait être le cas. N'hésitez pas à aller la télécharger et à la noter. Vous pouvez avoir toutes les notifications de vos équipes préférées dès qu'un article sort. Ça tombe sur votre téléphone. Comme ça, vous serez au courant de tout ce qui se passe autour de votre équipe. Et vous avez aussi les scores, les calendriers, les classements. Bref, vous avez tout sur l'application de TFA. Les amis, votre MVP. Tiens, on va commencer par Arthur. Ton MVP de la semaine. Je suis pas sûr que quelqu'un allait forcément le prendre, mais j'ai mis Geno Smith. Geno Smith. Ah bah tiens, c'est intéressant, tiens. Parce qu'on n'a pas Hmm. parlé du Seahawks Lions, qui pourtant était un très beau match hier soir. Vas-y, on t'écoute sur Geno Smith. Geno Smith, par rapport à la semaine dernière face aux Rams, c'est un tout autre match. Il fait 328 yards, 2 touchdowns, 0 interception. Euh, Franchement, c'est très très bon match. Belle connexion avec ses receveurs. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Et j'ai l'impression de revoir aussi un petit peu le Geno Smith qui a permis d'envoyer les Seahawks en playoff la saison dernière. Alors, juste, je reviens
parce que il y a Texas qui nous a envoyé une question sur Richardson concernant les blessures. Ensuite, vous aurez bien évidemment le temps de donner vos MVP. Il nous a dit qu'il avait recherché l'impact de Richardson où il se fait son protocole commotion. C'est sur le touchdown, en fait, sur le deuxième touchdown qu'il marque, il est poussé par un défenseur des Texans dans la end zone et au moment où il retombe, sa tête frappe le sol. Et c'est sur cette action-là qu'il se fait une commotion. Mais en fait, il revient, il se relève tout de suite. Il reviendra pour le drive suivant pendant 3 jeux. Et voyant qu'à un moment, il chancelle un peu sur le terrain, les médecins ont décidé d'arrêter et de faire rentrer Gardner Minshew. Mais le moment du choc, c'est sur le deuxième touchdown. Donc tu devrais retrouver assez facilement le deuxième TD d'Anthony Richardson hier soir. Mathieu, comme MVP, nous dit l'arbitre qui parle à l'Amérique de Seahawks Lions. Ouais. Si vous ne l'avez Je pas vu, parle à allez voir l'Amérique, sur les réseaux sociaux. Il est en train de calmer Geno Smith en disant excuse-moi bonhomme, je suis en train de parler à l'Amérique là. Seb, ton MVP, toi? Mon MVP, moi, c'est Bijan Robinson. Voilà, 19 courses, 124 yards, plus 4 réceptions et 48 yards. Des plaquages cassés, un running back qui step up au moment où son équipe en a besoin, qui joue à l'ancienne, qui va au contact, qui pète du plaquage, qui marche sur des types. Moi, c'est ma cam. Voilà. Tu es parti pour. Tu es un fan de Bijan maintenant. Je suis un fan des running backs physiques. J'adore ça. C'est bien, c'est très bien. Bertrand, j'avais perdu ton prénom, dis donc. Ah bah Bertrand, tu vois, t'es tellement perturbé par le résultat des Giants que t'en avais perdu mon prénom. c'est Oh, ça. quelle C'est catastrophe. terrible. Pourtant, Dieu sait si on Je... travaille ensemble depuis longtemps. Bah, en plus, j'avais le même que Seb, donc je vais partir sur autre chose qui m'a quand même marqué, pour le coup, qui est peut-être pas celui qui est le plus peut-être surprenant, mais je trouve que la prestation de Brock Purdy, elle est bien, elle est maîtrisée, il a fait tout ce qu'il fallait pour que ça gagne aussi. Ouais, c'est un super quarterback. J'espère qu'il va confirmer tout ça. Il l'a déjà fait dernière. On l'attendait au tournant, là, en début de saison. On dit, ah, vous allez voir, est-ce qu'il va tenir la route? Eh ben, le gamin, il tient la route. Et puis, bah, que ça continue comme ça. Et J'approuve entièrement le choix. on nous propose Brian Robinson Jr., le running back des Commanders de Washington, qui a effectivement réussi un bon match hier avec 2 touchdowns, 87 yards et 2 touchdowns. Pour Brian Robinson, qui a été l'un des grands contributeurs de la victoire des Commanders sur les Broncos. Moi, mon MVP, si ça vous intéresse, c'est dans la veine de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est Micah Parsons. Moi, je prends Micah Parsons, ouais, je prends un défenseur comme MVP. Je trouve qu'il a été vraiment partout et qu'il est, ça change un peu de mettre des gens. On met toujours des quarterbacks, des receveurs, des machins. Un peu de défense, ça fait du bien dans ce monde de brut. La meilleure action de votre semaine. Au niveau brut, Micah Parsons, Je savais qu'il allait réagir. En plus, j'aime bien prendre un Cowboys parce que ça fait réagir Bertrand à tous les coups. La meilleure action, l'action qui vous a le plus marqué vous, dans cette semaine, Bertrand. Moi, c'est le field goal bloqué par les Patriots avec le mec de la special team qui avait vraiment. Alors, Bilou, il doit être dedans, hein, histoire, mais le gars déboule sur le côté et puis le timing est parfait. Donc, ce qui se passe, c'est que au niveau de la ligne qui devait protéger tous ceux qui arrivaient, bah, à un moment donné, je pense qu'il s'y attendait pas. Et puis, bah, voilà, punt bloqué, field goal bloqué. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver, à mon avis. Ça va être je l'avais mis dans notre chat interne. Copycat dans chez les autres franchises d'ici peu, c'est sûr et certain. Et je crois, sans vouloir rien trahir, qu'il devrait y avoir un tableau noir sur cette action qui devrait sortir dans les prochains jours sur le site de TFA. Donc n'hésitez pas, un décryptage complet de cette action. Seb, toi, l'action qui t'a le plus marqué? Alors, j'ai hésité avec ce field goal bloqué également. Quand il a fallu choisir mon
mon jeu de la semaine. Moi, finalement, j'ai choisi le touchdown de Garrett Wilson contre les Cowboys, voilà, en deuxième quart-temps. Ce slant où il bat le safety, enfin voilà, le safety est pas où il faut. 68 yards, un touchdown. C'est simple, c'est parfaitement exécuté, c'est d'une pureté incroyable. C'est donc un des moments de lucidité de Zach Wilson également lors de ce match. Donc rien que pour ça, il faut le noter. Non, c'était chouette. Moi, j'ai trouvé que c'était Et il n'y en a pas eu beaucoup. bah, mais c'est d'autant plus raison supplémentaire pour l'encadrer. Arthur, ton action de la semaine? Moi, c'est l'action what the fuck de la semaine, c'est le Hail Mary de Russell Wilson pour Brandon Johnson. Wow. Ouais. Franchement, y a Alors, rien pour qui ceux va. qui l'ont pas vu, une magnifique passe de 60 yards de Russell Wilson, enfin, techniquement de 55 yards ou de 56, puisqu'elle rebondit sur des joueurs avant de retomber dans la end zone, dans les bras, effectivement, du joueur des Broncos. Bon, ça servira à rien, puisque les Broncos finiront par s'incliner en ne convertissant pas le touchdown, mais effectivement, très belle passe réussie par Russell Wilson, qui a été, au moins dans la première partie du match, plutôt intéressant, Russell Wilson, avant, comme son équipe des Broncos, de céder un peu le pas. Moi, mon action de la semaine, ce sera l'interception de Trey Brown des Seahawks de Seattle sur Jared Goff, qui met fin à la série de passes complétées de Jared Goff à 382 passes consécutives, je crois, sans interception. Et à une vingtaine de passes du record absolu de Tom Brady. Et Jared Goff qui se fait intercepter. Et en plus, ça donne 10 points d'avance à ce moment-là aux Seahawks qui vont chercher une victoire assez inattendue de leur performance de la semaine dernière chez les Lions de Détroit. Le résultat le plus marquant, Seb, ton résultat qui t'a le plus marqué? Alors moi, ce sera pas une victoire. Et je suis désolé Arthur, hein, c'est absolument pas du rookie bashing, surtout ne m'en veux pas. Mais c'est la défaite des Bengals face aux Ravens et des Bengals qui se retrouvent à 0-2. Voilà. On a beau me dire que c'est un club qui a du mal à démarrer ses saisons. Moi, ça me surprend quand même de les voir s'incliner comme ça 2 fois de suite face à des rivaux de poule. J'attends de voir s'ils pourront rebondir, même si, à mon humble avis, ça va être compliqué, surtout si Joe Burrow est absent. Bertrand, décidément, j'ai du mal. Bertrand, ton résultat le plus surprenant? C'est l'effet Giants, tu vois. C'est le fait c'est le fait d'avoir Les écrit Giants les gagnent, résumés. C'est le fait d'avoir on écrit perd les tous nos moyens. résumés c'est les résumés de la Red Zone qui fait que, du coup, je me suis couché à 2h30 du matin et que je suis un peu vieux pour ce genre de bêtises. Et que là, il commence à être tard. Bon, Bertrand, je t'écoute. Eh bien, Nathieu nous le dit dans le chat, Giants, Cardinals, what the fuck, et moi c'est ce résultat-là, parce qu'au final, j'aurais préféré qu'on perde, puisque ça aurait dû être ce qui aurait dû arriver, au final. Je vais pas revenir sur tout, mais c'est là-dessus, c'est que ça fait même pas plaisir de gagner, parce que au final, on sait le niveau de l'équipe. Voilà. Et toi, Arthur? Cowboys Jets. Le 30-10, il a fait mal pour les Jets et aussi la défense. Et j'avais pas d'autres résultats à mettre en avant, du coup j'ai préféré mettre celui-là. Moi, juste parce qu'on n'en a pas parlé, je vais mettre la victoire des Titans sur les Chargers, qui sont quand même à 0-2. Les Chargers, on a une équipe qui, 2 fois de suite, sur les 2 premières semaines, a toujours le même souci. Ils mènent. Ils font des matchs plutôt aboutis. Contre les Dolphins, c'était plutôt intéressant ce qu'ils ont proposé avant de céder en fin de match. Contre les Titans, ils mènent de 10 points, ils cèdent en fin de match. C'est un petit peu le problème de Brandon Staley et je commence à avoir peur pour sa place à notre cher ami Brandon. Je ne serais pas étonné que dans quelques semaines, si ça se poursuit, ça finisse assez mal pour lui. On n'a pas parlé non plus de la victoire des Colts sur les Texans dans ce qui s'annonçait être un choc pour la FC Sud. Un véritable choc pour la dernière place en FC Sud. Et le pire pour les Chargers, c'est qu'ils sont à 0-2 en scorant 50 points et plus avec aucun turnover durant les matchs. Hein. Mais c'est ça, c'est que en fait, j'ai l'impression que c'est l'inverse des Bengals avec le même bilan, si tu veux. On en parlera peut-être jeudi si on fait notre débat sur les 0-2, mais c'est une équipe sur le contenu
bah, tu te dis, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, tu vois. C'est plutôt intéressant. Et pourtant, ils sont à 0-2. Et à 0-2 dans cette division, où on rappelle quand même qu'il y a accessoirement les Chiefs, ça commence pas très bien pour les Chargers. Il y a Texas qui nous dit un autre résultat à noter qu'on pourrait presque nommer le Delusional Award, c'est Jacksonville et sa quantité de catch à un seul pied en end zone. C'est vrai qu'ils nous ont fait un récital de catch à un pied. Ils se sont crus en NCAA, ils ont cru que ça allait suffire. Et non, ça ne suffit pas. En NFL, il faut les deux. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réceptions juste à un pied. Ben oui, ça s'est joué à pas grand-chose finalement ce match des Chiefs contre les Jaguars. Les amis, on se retrouve jeudi à 21h pour présenter le match entre les San Francisco 49ers et les Giants de New York. Ce sera donc l'affiche du Thursday Night Football de cette troisième semaine de compétition. On trouvera Bertrand, on trouvera Seb, un fan des Giants, un fan des 49ers pour nous présenter l'affiche. Quoi de mieux ? Si vous êtes sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, des petits pouces, des petits commentaires au podcast. Ça nous fait toujours plaisir. On vous remercie tous de votre fidélité et d'avoir été avec nous dans le chat. On remercie Nature, on remercie Texas, on remercie Biotime. Merci Bertrand, merci Seb et merci Arthur pour votre pertinence. Et on se dit, comme toujours, à très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde, bonne soirée. Ciao, bonsoir. Bonne soirée. Salut, à jeudi.